l'histoire du Paris Saint-Germain. Pour remettre un peu de contexte, donc le club est né en 1970 et on va voir le avant et le après PSG, comment il a été créé, etc. Le PSG, c'est un club d'ambition, de spectacle et de beaucoup de tension, vous allez le voir à la suite de cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous présenter un club et vous allez comprendre qu'il fait partie aussi de l'histoire du PSG. Le club, c'est le Stade Saint-Germainois qui est à Saint-Germain-en-Laye dans le 78 dans les Yvelines. Et ce club est représenté la noblesse de Saint-Germain-en-Laye. Le Stade Saint-Germainois, c'est tout l'inverse du Paris Saint-Germain. Donc le Stade Saint-Germainois, il est fondé en 1904. Si le club existait toujours aujourd'hui, le club aurait 121 ans. En 1969, ils arrivent quand même à faire un petit exploit, on va dire. Ils arrivent en quart de finale de Coupe de France face à l'Olympique de Marseille. Et ils font un record d'affluence au Parc des Princes. Pour un club qui est en amateur, c'est vraiment pas mal. Et c'est au terme de ce match que beaucoup de Parisiens se sont dit, nous aussi on aimerait bien un club qui représente Paris, on aimerait bien supporter le club de notre ville. Est-ce que vous êtes d'accord pour la création d'une grande équipe de football à Paris? Oui. Pourquoi? Bon, parce que ça manque, une ville comme Paris, ça manque une grande équipe de football. Vous en avez des grandes à Madrid, vous en avez des grandes en Allemagne et tout ça. Pour les rencontres à Paris, ce sera bien. Surtout quand il y aura le Parc des Princes qui sera refait. Le Stade Saint-Germainois arrive à monter en Ligue 2 et pendant ce temps, le Paris FC est créé en 1969. Ce qui est très important, vous allez comprendre. Paris veut un club de prestige, Saint-Germain a tous les statuts, toutes les qualifications et toute l'expérience. Et donc le 26 juin 1970, le Paris Saint-Germain est créé d'une fusion. Faut savoir que beaucoup de dirigeants s'opposaient de base à la création d'un club pour Paris. Pourquoi? Parce que ils avaient peur de titiller le grand club de l'époque, l'Olympique de Marseille. Le Paris Saint-Germain veut montrer que ils sont pas là pour être éphémères et ils veulent durer dans le temps. C'est-à-dire que très vite, ils recrutent des grands joueurs comme Jean Jorkaeff. Ces joueurs notamment représentent bien l'ambition et le fait que le PSG veulent devenir un grand en France. Ils vont essayer de faire quelque chose en Ligue 2. C'est leur première année. Non, pas du tout. Le Paris Saint-Germain direct, ils gagnent le championnat de Ligue 2 pour leur première saison, ce qui est quand même plus que pas mal, c'est même très bien, et ils montent en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain n'est pas là pour blaguer, et quand il parlait d'ambition et de prestige, c'est que c'était pas du vent. Et il faut savoir que depuis 1971, le club n'a jamais connu de relégation sportive. Je précise bien sur le terme sportif encore une fois. Et pour ceux qui connaissent pas vraiment le foot, quand vous gagnez le championnat de Ligue 2, vous avez l'opportunité de monter en Ligue 1. Tout est beau, tout est rose au Paris Saint-Germain, mais la mairie ne le voit pas de cet œil. La mairie, pour eux, ils disent que le Paris Saint-Germain est un club de banlieusards. Pourquoi? Parce que, il y a Saint-Germain-en-Laye, et ça représente pas vraiment Paris pour eux. La mairie, ils ont un pouvoir politique, qu'est-ce qu'ils décident de faire? De mettre des énormes pressions. Comme je vous ai dit, le Paris Saint-Germain, de base, est né d'une fusion. Le Paris FC décide de se retirer parce que la mairie, justement, a mis de fortes pressions sur le Paris Saint-Germain. En se retirant, le Paris FC prennent la montée en Ligue 1. Donc c'est le Paris FC qui monte en Ligue 1 et le Paris Saint-Germain descend en Division 3. Et le Paris Saint-Germain risque de disparaître. Et il y a beaucoup de supporters qui se sont rassemblés, qui ont cotisé et qui ont donné de l'argent pour que le Paris Saint-Germain puisse exister. Et ça se trouve, aujourd'hui, sans ces supporters, le Paris Saint-Germain n'aurait jamais existé. Faut savoir que le PSG, à ce moment-là, c'est un club qui est fragilisé de par le retrait du Paris FC et leur relégation en Détroit. Mais il y a un homme et ses associés qui vont s'intéresser au Paris Saint-Germain. L'homme qui est à l'origine de cette reprise s'appelle Daniel Echter. Et c'est un créateur de mode qui est très influent dans le showbiz parisien. Il rachète le club et il investit même dans le club. Et il fixe un projet clair, c'est que le Paris Saint-Germain puisse remonter. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain puisse être en Ligue 1 et vraiment briller. Parce que là, pour l'instant, il y a eu qu'un petit coup d'éclat. Sportivement, il veut remonter, mais il pense aussi à l'extra sportif, entre guillemets, et à la marque Paris Saint-Germain. Il a été très visionnaire. Il veut mélanger l'ambition, le prestige. Bref, il veut faire briller Paris Saint-Germain. Daniel Echter crée un style vraiment PSG. Il crée notamment la bande Echter, c'est-à-dire la bande rouge que vous avez sur la majorité des maillots. Comme je disais, il est un peu futuriste et visionnaire parce que si vous voyez le PSG d'aujourd'hui, ça reprend exactement les mêmes codes. Vous avez des stars qui viennent au Parc des Princes, vous avez des influenceurs qui viennent au Parc des Princes aussi des fois. Bon, j'aime pas le terme influenceur, mais vous m'avez compris. Donc vous comprenez à quel point ça a été important qu'une personne comme Daniel Echter puisse établir ça pour le futur. Donc comme je vous l'ai dit, Daniel Echter, il est accompagné aussi de d'autres personnes. Il est accompagné notamment de Francis Borelli. Notez bien ce nom parce qu'il va être important pour l'histoire du Paris Saint-Germain. Et Jean-Paul Belmondo, qui est un acteur français que pas mal de gens connaissent. Ce sont les deux noms les plus connus avec Daniel Echter, mais vous avez des hommes d'affaires aussi qui sont pas très connus et c'est pour ça que je vous dis que l'influence de Daniel Echter dans le showbiz, elle est importante et vous allez comprendre pourquoi. Oui, le PSG, ils sont beaux visuellement, ils ont un beau style, c'est joli, etc. Mais il faut pas oublier la base. Le Paris Saint-Germain est un club de foot. Il recrute des joueurs comme Mpelé ou Daleb qui sont des joueurs à l'époque très prometteurs et très talentueux. Vous allez comprendre qu'il a pas eu tort. 1973-1974, elle est historique. Suite à un match, c'est le match contre Valenciennes pour les barrages. Et en gros, le gagnant de ce match, il monte en Ligue 1. Donc vous pouvez comprendre à quel point la pression était énorme. Juste fond
Fontaine, qui est une légende de l'équipe de France et qui est une légende du foot français même, et directeur technique, malheureusement, il subit un AVC. Tout le monde a eu peur à ce moment-là parce que on savait pas s'il allait y rester ou pas. Plus de peur que de mal. Il a aucune séquelle et il est sain et sauf de cet AVC, mais vous pouvez comprendre à quel point la tension était énorme. Et Juste Fontaine, c'est un gars qui a participé à des Coupes du Monde, c'est un gars qui connaît la pression du football. Donc pour vous dire qu'il soit en pression comme ça et qu'il fasse un AVC suite à la pression, c'est pour vous montrer à quel point le match était très très intense. Ce match finit bas pour le Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain gagne et remonte en Ligue 1. La ville, le club, le stade, tout le monde est heureux. C'est-à-dire que suite à ça, tout le monde est content. Malgré les pressions de la mairie quelques années auparavant, le Paris Saint-Germain remonte en Ligue 1 sans le Paris FC. Et ce qui est quand même une grosse chose. Daniel Echter en un an, parce qu'il a repris le club en 1973. En 1974, et c'est même pas un an pile, il arrive à faire remonter le club. Donc c'est pour vous dire à quel point le sportif, il est très important pour eux et ils l'ont prouvé. Et pour finir, ce match-là, il sauve le club. Maintenant que l'un des objectifs à court terme, entre guillemets, a été effectué, le but du Paris Saint-Germain, c'est de se stabiliser en Ligue 1 et de plus jamais quitter la Ligue 1. Leur première saison en Ligue 1, il y a un bel écart entre eux et les top clubs de Ligue 1. Mais le style de jeu du Paris Saint-Germain plaît beaucoup aux médias et aux supporters français en général. D'ailleurs, le camp des loges devient le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, à la suite, devient un club formateur. Et c'est important parce qu'il y a eu des grands joueurs qui ont été formés au Paris Saint-Germain. Et ça prouve à quel point, encore une fois, le Paris Saint-Germain se voit vraiment sur du long terme. Donc, l'année d'après, l'intérêt des supporters est de plus en plus grand, jusqu'à même créer un collectif ultra dans la tribune Boulogne. Pour ceux qui savent pas, la tribune Boulogne, quand vous regardez un match du Paris Saint-Germain à la télé, la tribune Boulogne, elle est à gauche de votre télé. Donc, les années suivantes, le PSG stabilise et attire encore des grands joueurs, comme Jean-Michel Larquet notamment, et vous avez des joueurs qui sont au Paris Saint-Germain, qui commencent à s'affirmer, notamment Daleb, qui finit 3e meilleur buteur du championnat en 1976. Le Paris Saint-Germain se voit plus grand. À chaque fois que les objectifs ont été atteints, ils s'en créent d'autres. Et ils n'ont pas de limite. Ils sont stabilisés en Ligue 1. Le but du Paris Saint-Germain maintenant, c'est d'aller en Europe sur les 3 prochaines années. Donc, je vous ai montré que le Paris Saint-Germain allait bien d'apparence, mais dans les coulisses, c'est pas trop ça. Le coach de l'époque, Vico et Juste Fontaine, sont en embrouille. Pourquoi? Parce que le coach trouve que le directeur technique prend trop de place dans le vestiaire. Et en 1978, le rêve vire au cauchemar pour Daniel Echter. Il y a une affaire qui sort dans la presse, c'est l'affaire de la double billetterie. Je vais vous la faire court parce que je suis pas fiscaliste et je ne suis pas comptable non plus. Daniel Echter est soupçonné de détourner l'argent de la billetterie, c'est-à-dire toutes les recettes de la billetterie, et il les verse sous forme de prime à ses joueurs. C'est illégal, c'est du détournement de fonds. Du coup, les conséquences, Daniel Echter est condamné et il n'a plus le droit de prendre la présidence d'un club de foot en France à vie. Daniel Echter, lui, clame que c'est un complot politique parce que beaucoup de politiques voulaient pas du Paris Saint-Germain en tant que club qui représente Paris, et vu que le Paris Saint-Germain fait de bons résultats, les politiques sont pas d'accord, donc ils ont monté ça selon lui. Et jusqu'à aujourd'hui, Daniel Echter dit qu'il n'a jamais fait ça, il nie en bloc, et du coup, sur le projet sportif, ça chamboule tout. Daniel Echter, il a quand même créé un style pour le Paris Saint-Germain, et jusqu'à aujourd'hui, le Paris Saint-Germain cède de ça. Donc, si on devait un peu résumer ces 5 ans, ce quinquennat, on peut clairement dire un quinquennat, il a créé une identité visuelle, c'est-à-dire que toutes les grosses équipes du monde ont leur identité, ont leur marque. Daniel Echter, il a réussi à faire ça. Ils ont fait une montée de D3 en D1 en 3 ans. Le Parc des Princes commence à connaître ses premières sensations. Le PSG vraiment commence à devenir un club de stars. Suite au départ précipité de Daniel Echter, le PSG se retrouve sans président. Et il y a un homme dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est aussi un petit peu apprécié des supporters et qui va devenir le président du Paris Saint-Germain. Cet homme-là, c'est Francis Borrelli. Et lui, il est un peu moins dans le bling-bling que Daniel Echter. Lui, justement, il veut une stabilité financière. Donc, son but à lui, c'est le cœur avant l'argent. Il va être dans la continuité de Daniel Echter. Francis Borrelli, lui, veut faire en sorte que le Paris Saint-Germain devienne un grand club français et à mettre le PSG sur le haut de la carte. Et sa devise à lui, c'est le cœur avant l'argent. Vous allez comprendre que c'est très important et que c'est pour ça qu'il est très apprécié des supporters parisiens jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Francis Borrelli, c'est l'un des seuls présidents qui a sa tribune. C'est pas n'importe quelle tribune, c'est la tribune la plus prestigieuse du Parc des Princes. Donc la saison 81-82, c'est une saison historique et pour le Paris Saint-Germain et pour le football français. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain gagne son premier trophée en 1982. Le Paris Saint-Germain a toujours ses grands joueurs comme Mustapha Daleb, mais aussi il attire des nouveaux joueurs, notamment Luis Fernandez que vous connaissez pour la plupart très bien, et Dominique Rocheteau. Dominique Rocheteau qui fait partie des 5 meilleurs buteurs du Paris Saint-Germain. Donc c'est pour vous dire à quel point ce joueur a marqué le club. C'est justement l'un des protagonistes qui va faire que le Paris Saint-Germain gagne son premier trophée. Le Paris Saint-Germain arrive en finale face au grand Saint-Étienne de l'époque. Saint-Étienne de l'époque, il y a notamment un joueur, c'est une légende française. Ce joueur-là, c'est Michel Platini. Et ce Saint-Étienne-là, c'est le Saint-Étienne Prime, on va dire. C'est l'époque des poteaux carrés. Bref, c'est vraiment un gros club contre qui le PSG joue. Le PSG fait 1-1 à la fin des 90 minutes et ils vont en prolongation. Saint-Étienne marque et à la 120e minute, c'est-à-dire à les tout derniers instants, Dominique Rocheteau marque pour égaliser. Donc ça fait 2-2
2 et ils vont au penalty. Et au penalty, le PSG gagne. Donc, fête dans le Parc des Princes, premier trophée, historique. Donc, suite à ça, le PSG se qualifie en Coupe des Coupes, en C2. Cette compétition n'existe plus aujourd'hui et c'est la première fois qu'ils se retrouvent sur la scène européenne. Donc, c'est un peu historique pour le Paris Saint-Germain. Ils arrivent en quart de finale face à Watershey, une équipe belge, et ils perdent en quart de finale dans un match très disputé parce qu'il y avait la place pour le PSG de gagner ce quart de finale. Ce match-là, c'est un record d'affluence historique. Ils sont à plus de 49 000 personnes au Parc des Princes, donc c'est énorme. Le Parc des Princes montre à l'Europe que c'est un club qui a l'ambition de devenir un grand club européen. Malgré ça, le PSG gagne sa deuxième Coupe de France. Donc ils font un back-to-back de Coupe de France. Les supporters français commencent à comprendre que le Paris Saint-Germain aime les finales. La saison 85-86, elle aussi va être historique parce que le Paris Saint-Germain gagne son premier championnat de France avec un coach notamment légendaire, Gérard Rouillet, et ils ont des joueurs comme Luis Fernandez encore une fois, Joël Batz ou encore Souzic. Ce championnat de France est en partie historique parce qu'ils ont fait 11 matchs sans défaite à l'extérieur. Et Borelli dit cette phrase mythique à l'époque: je peux mourir ce soir, le Paris Saint-Germain a gagné. Et c'est pour ça en partie que Francis Borelli est très apprécié par les supporters parisiens. Donc la saison suivante marque leur première qualification en Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est la compétition la plus prestigieuse en Europe et même dans le monde. Le Paris Saint-Germain entre pour la première fois dans cette compétition, mais ils se font éliminer dès le premier tour. Après le titre de 1986, le PSG veut s'installer parmi les grands clubs français déjà et les grands clubs européens aussi. Sauf que le Paris Saint-Germain fait tout l'inverse. En fait, il y a un club à l'époque qui veut concurrencer le Paris Saint-Germain et qui est soutenu politiquement. Et c'est le Matra Racing. C'est notamment détenu par le groupe Lagardère. C'est un groupe très puissant. Et eux, ils ont de l'argent. Contrairement au Paris Saint-Germain qui commence à voir ses sous fondre, le Matra Racing viennent avec des ambitions. Et quand vous venez avec des ambitions, vous venez souvent avec un investissement. Les joueurs du Paris Saint-Germain, notamment Luis Fernandez qui part là-bas, Dominique Rocheteau qui part à Toulouse. Bref, le Paris Saint-Germain, au niveau sportif, est vidé. Même si, malheureusement, Borelli a du cœur, mais c'est pas ça qui va payer les joueurs, c'est pas ça qui va payer les salaires. Donc vous comprenez. Le Racing est égal argent pour beaucoup de supporters et le Paris Saint-Germain est égal passion pour la majorité des supporters parisiens. Malgré tout, les bâtons dans les roues de la mairie, les bâtons dans les roues du Matra Racing, etc., le Paris Saint-Germain tient bon, même si bon, c'est le début de la fin pour Francis Borelli à la présidence du Paris Saint-Germain. Si on parle politiquement, bon, je vous ai dit la mairie, ils mettent les bâtons dans les roues comme d'habitude, mais il y a aussi l'OM, s'est fait reprendre par un investisseur à succès à l'époque, Bernard Tapie. Et il a des ambitions aussi grandes que le Paris Saint-Germain, parce qu'il y a d'autres acteurs et d'autres concurrents face au Paris Saint-Germain. Donc pour vous faire un petit résumé de l'ère Borelli, c'est 2 Coupes de France et une Ligue 1, donc c'est quand même pas mal, c'est quand même encourageant pour la suite. Le Parc des Princes commence à devenir un volcan grâce à la tribune Boulogne qui a été créée, mais aussi parce qu'il y a une ferveur des supporters. Et il y a les premiers frissons et les premières claques européennes. Et en 1991, la chaîne cryptée Canal+ devient l'actionnaire majoritaire du faire du Paris Saint-Germain un grand d'Europe. Et pour ça, Canal+ a le porte-monnaie de ses ambitions, comme j'aime bien le dire. Ils injectent 120 millions de francs, équivalent 30 millions d'euros, pour le mercato. C'est énorme à l'époque. Aujourd'hui, c'est peut-être un joueur banal, à 30 millions d'euros, mais il faut prendre conscience que c'est à l'époque, et c'est en francs. Donc le pouvoir d'achat, il est pas pareil. Donc c'est énorme. Et cet argent-là, c'est pour le mercato et pour relancer le club. Et pour ça, ils recrutent des gros joueurs à l'époque, comme David Ginola, qui est devenu une légende du foot français et une légende du Paris Saint-Germain, Ricardo Gomes et Alain Roche. Donc c'est des joueurs qui sont très prestigieux pour l'époque, et c'est encourageant. Canal+ veut un club à la hauteur de Paris. Et pour montrer que le club est bien à la hauteur de Paris, c'est-à-dire bling bling, etc., il y a une image très forte de David Ginola qui arrive en Rolls-Royce. Et la saison d'après, donc 92-93, en Ligue 1, le PSG se stabilise, mais reste toujours derrière Marseille. Par contre, il y a un fait marquant, un match qui est resté dans la légende, c'est un match face au Real de Madrid. Peu de personnes voient le PSG se qualifier, surtout face au Real de Madrid, parce qu'il faut savoir, je vous dis un truc, le Real de Madrid, en compétition européenne, et notamment en Ligue des Champions, c'est le chétan. Ils en ont 15. À la mi-temps, toi, quand t'étais en club, tu buvais de l'eau, et ils boivent du sang, ils mangent c'est des fous. Le Real de, bon, c'est une blague, hein, pour ceux qui connaissent pas le foot, mais pour vous la faire courte, le Real de Madrid, c'est une équipe, Real de Madrid égale Ligue des Champions. Croyez-moi que ça me fout le seum de dire ça, mais c'est une réalité, ils en ont 15, tu peux rien dire. Et donc le PSG tombe face au Real de Madrid, et le PSG gagne 4-1 face au Real de Madrid. Et ce match, il est historique, parce qu'il y a notamment un but de la tête d'Antoine Camboiré, qui est défenseur du PSG à l'époque, et il met un coup de casque mythique à la 94e minute. Le PSG s'enflamme, pour montrer à quel point il y a une connexion entre les joueurs et les ultras, les joueurs viennent en tribune Boulogne et montent avec les supporters pour justement célébrer. Le Marseille à cette époque gagne la Ligue des Champions, leur première Ligue des Champions. Donc c'est pour ça que ça met un petit coup de pied aux fesses au Paris Saint-Germain. Et gagne aussi le championnat de France. Sauf qu'il y a eu des problèmes de corruption.
Moi, il y aura beaucoup de gens qui vont dire que Marseille a acheté la Ligue des Champions. Moi, je vous ai dit, je parle pas de Marseille. Je vais juste établir les faits et l'histoire du Paris Saint-Germain à Marseille, je m'en fous. Sauf que il y a eu des affaires de corruption et de matchs truqués, notamment face à Valenciennes et tout. Donc, la fédération à l'époque décide d'enlever le championnat gagné à Marseille et de le donner au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain le refuse. Pourquoi? Ils sont dans un dilemme. Est-ce qu'on prend la Ligue 1, même si elle n'est pas méritée, ou alors on la prend pas et il n'y a pas de champion cette année-là. Et au final, Canal+ décide de pas prendre ce championnat. Pourquoi? Ils ont peur de frustrer les abonnés de province. Canal+, c'est une chaîne cryptée, donc ils ont besoin d'abonnements. Et ils veulent pas frustrer les abonnés de province, donc c'est pour ça qu'ils le refusent. Mais c'est pas grave, parce que le destin fait bien les choses, et la saison d'après, le Paris Saint-Germain devient pour la deuxième fois champion de France. Vous voyez, quand je vous dis que le destin fait bien les choses, faut écouter Tonton Edem. Vous écoutez pas Tonton Edem, c'est normal. Et pour montrer à quel point les supporters parisiens apprécient vraiment le PSG, le Parc des Princes est en moyenne à plus de 40 000 supporters par match. Ça montre à quel point le Paris Saint-Germain est beaucoup apprécié, surtout à Paris. Et donc le Paris Saint-Germain détrône l'OM pour la première fois. Bon, même si après, on va leur mettre la fessée très souvent, vous verrez à la suite de la vidéo. En 94-95, le Paris Saint-Germain s'affirme un peu plus en Europe. Ils arrivent en demi-finale de Champions League, ce qui est quand même pas mal, en battant notamment le grand Barça de l'époque, le Barça coaché par un certain Johan Cruyff. Pour ceux qui connaissent pas, Johan Cruyff, c'est une légende néerlandaise du football et c'est l'un des meilleurs joueurs du foot de tous les temps. Et le coach du Paris Saint-Germain de l'époque, c'est Luis Fernandez, un ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui est à l'époque le coach le plus jeune à disputer une phase finale de Ligue des Champions. Et ils perdent donc en demi-finale de Ligue des Champions face au grand Milan AC de l'époque, qui gagne la Champions League, je crois, de cette année-là. Donc, malgré, on va dire, le semblant d'échec en Ligue des Champions, et il y a un joueur qui va marquer l'histoire au Paris Saint-Germain avec une distinction, c'est Georges Weah. Je veux pas dire que c'est une légende, non, parce qu'il a joué à Marseille, mais c'est un grand joueur du Paris Saint-Germain à l'époque, et il gagne le Ballon d'Or en 95, et c'est le premier joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain à gagner un Ballon d'Or en jouant au Paris Saint-Germain. Après, il y en a eu quelques-uns aussi qui l'ont gagné après, mais c'est le premier. Tout ce qui est budget, le Paris Saint-Germain continue à payer, à acheter des joueurs prestigieux, etc., mais commence à s'endetter. C'est le début des problèmes. Donc la saison 95-96, elle est historique, et sur le plan national et sur le plan européen. On va commencer par le plan national. Le Paris Saint-Germain gagne la première édition de la Coupe de la Ligue. C'est les premiers à avoir gagné une compétition toute nouvelle, c'est génial et tout. Mais par contre, il y a un truc encore plus génial. Quand tu gagnes une compétition nationale, qu'est-ce qui t'arrive? T'es qualifié en Coupe des Coupes. Et le PSG gagne cette Coupe des Coupes. Ah ouais, je spoil direct. Il n'y a pas de truc, je spoil. Donc il joue contre le Rapide de Vienne, un club autrichien, et le Paris Saint-Germain gagne 1-0 grâce à un but d'N'Goti. Et faut savoir qu'il y a eu un joueur qui a été monstrueux, c'est Bernard Lama, le gardien de but du Paris Saint-Germain, et il a été monstrueux dans les cages. Et du coup, c'est le premier titre européen majeur du Paris Saint-Germain. C'est une bonne chose. Honnêtement, c'est une très très bonne chose. Et petite anecdote, il y a une fête improvisée à Bruxelles, parce que la finale se passait en Belgique, à Bruxelles, et donc il y a une fête improvisée. Les supporters du Paris Saint-Germain ont commencé à faire la fête dans les rues de Bruxelles. Mais les saisons d'après, elles vont pas être si glorieuses que les précédentes. Je m'explique. La saison d'après, ils font 3 finales, une en Europe et 2 en Coupe nationale. Ils gagnent aucune coupe. Et en plus, sur le plan extra-sportif, le PSG s'endette de plus en plus. En 5 ans, l'endettement a augmenté de 40%. C'est pour vous dire à quel point le PSG commence à vraiment être dans les problèmes. Déjà que sportivement, c'est pas vide, mais bon, ils jouent bien, mais ils gagnent rien, donc ils sont pas efficaces. Les supporters commencent à être de plus en plus inquiets. Entre 1997 et 2003, le PSG gagne rien, si ce n'est une coupe intertoto, mais c'est pas une compétition majeure. Mais niveau recrutement, c'est quand même important de le placer parce qu'il y a 2 gros joueurs qui viennent au Paris Saint-Germain en 2001 et en 2003. En 2001, il y a un certain Ronaldinho. Même toi, si tu regardes pas le foot, tu sais que Ronaldinho, c'est un grand joueur. Il a marqué des générations, moi y compris. Dans la cour, moi je me rappelle, j'ai essayé de faire la virgule et j'ai laissé un genou. Il a fait quelques beaux trucs quand même. Il y a notamment une virgule. On voit que le joueur sort du champ de la caméra carrément pour vous dire. Du coup, Ronaldinho reste 2 ans de 2001 à 2003. Il y a Paoletta. Il arrive au Paris Saint-Germain. C'est entre 97 et 2003, on va dire. Le PSG, c'est pas trop la fête. Sportivement, il y a 8 entraîneurs en 5 ans, ce qui est énorme. C'est un truc de fou. Ça montre à quel point le PSG est instable. Et bon, il tâtonne entre la 9e et la 2e place des fois, donc voilà. Mais il n'y a pas vraiment de trophée. Le Paris Saint-Germain à cette époque-là est surtout connu pour l'extra-sportif, parce qu'il y a des embrouilles entre la tribune Auteuil et la tribune Boulogne, pour arrêter un peu faire d'histoire et revenir vraiment au Paris Saint-Germain. Donc les deux tribunes, ils ont une rivalité très très intense à cette époque-là. Il y a un match face à Galatasaray en 2001. Galatasaray, c'est un club turc qui est basé à Istanbul. Il y a eu des heurts internationaux entre les supporters du Paris Saint-Germain et les supporters de Galatasaray à cette époque-là. C'est pour vous dire à quel point les ultras du Paris Saint-Germain étaient très violents et très dangereux à cette époque-là. Et il y a carrément les médias internationaux qui jugent les ultras du Paris Saint-Germain comme les ultras les plus durs d'Europe. Entre 2003 et 2006, bon, sportivement, ça va un petit peu mieux et encore. En 2003-2004, la première saison de Paoletta est le meilleur buteur du championnat français avec 23 buts. En 2004 et 2006, le Paris Saint-Germain gagne la Coupe de France. Pas 2 années de suite, mais il la gagne sur 3 ans, ils en gagnent 2, donc c'est pas mal. Le championnat, il est trop lent pour le Paris Saint-Germain. Une petite anecdote. Il y a un but que je voulais vous partager, notamment parce que là, je commence à me rapprocher de mon époque. Bon, en 2004, j'avais 2 ans, mais je
commence à me rapprocher de mon époque et ça commence à être de plus en plus récent, donc je commence à avoir quelques souvenirs. En 2003-2004, si je dis pas de bêtises, il y a un but légendaire de Paoletta contre l'Olympique de Marseille, et bon, je vais vous le mettre et vous comprendrez, il est légendaire, et je passe à autre chose. Il signe là son 15e but de la saison en Ligue 1. L'époque Canal+, quand même, c'est 12 trophées en 25 ans. Donc c'est un trophée tous les 2 ans à peu près, on va dire. Donc c'est correct. Il y a eu quand même des premiers frissons européens, un championnat de France, des coupes de France. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Ils ont posé une structure médiatique et le PSG devient une marque globale. C'est-à-dire que le PSG maintenant, c'est plus qu'un club, c'est devenu une marque. Qui est Colony Capital? Colony Capital, c'est 2 groupes d'investissement qui se lient, des groupes américains d'investissement qui se lient pour stabiliser financièrement le Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain est endetté au moment où Colony Capital les reprend. Il est endetté à hauteur de 80 millions d'euros. Il faut stabiliser. Donc, c'est simple, pas de stars, pas de gros investissements et des projets à court terme pour justement stabiliser financièrement le Paris Saint-Germain. Tout ça avec des moyens très limités. Entre 2006 et 2008, la transition sportive, elle est très compliquée. D'ailleurs, la saison 2006-2007, elle est marquée par un match, malheureusement ou heureusement, ça a un peu fait l'histoire du Paris Saint-Germain aussi. Le Paris Saint-Germain a failli être relégué sportivement à ça, mais il y a une personne, un héros du nom d'Amara Diané, qui marque un but et qui sauve le PSG de la descente à la dernière journée face à Sochaux. C'est un moment à la fois qui a traumatisé beaucoup de supporters, mais qui est aussi un moment fondateur de l'histoire du PSG, et je suis obligé de vous en parler parce que c'est vraiment un moment qui a marqué énormément de supporters. Bon, moi j'avais 4 ans à ce moment-là, donc j'ai pas vécu vraiment en direct, mais malgré ça en coupe il y a du bon aussi. Ils gagnent la Coupe de la Ligue face à Lens, mais cette finale elle est pas forcément retenue parce qu'ils ont gagné la Coupe de la Ligue, elle est retenue surtout suite à des chants et à une banderole extra sportive. Cette banderole, elle était clairement très provocatrice envers les habitants du Nord et les ch'tis comme on les appelle, et du coup ça a choqué énormément de personnes jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Pour vous dire, il y a eu beaucoup d'indignation dans les médias et dans les plus hautes sphères de l'État. Et le PSG a même été condamné, et pour montrer à quel point c'est fini le PSG bling bling, il y a une anecdote aussi qui est drôle. Lors d'un déplacement à Rennes, le bus arrive en retard et donc les joueurs sont obligés de se changer dans la gare, dans les couloirs de la gare, donc c'est un petit peu marrant aussi. Là, les années suivantes, ça va un peu mieux sportivement. L'année d'après, ils arrivent 6e en championnat, ils sont en Coupe d'Europe, ils arrivent en quart de finale, mais bon, voilà. Il y a des joueurs importants qui commencent à s'illustrer, comme Guillaume Moreau à l'époque, où il y a des joueurs qui sont en fin de carrière, mais qui apportent leur expérience, comme Ludovic Giuly ou Claude Makélélé. Et il y a un joueur, notamment, qui a fait céder quelques saisons auparavant, mais qui commence à s'affirmer aussi, c'est Mamadou Sakho. Et la saison d'après, elle est marquée, elle est pas forcément marquée pour les bonnes raisons. Je vais parler du sportif d'abord. Ils arrivent 13e en Ligue 1, donc c'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Contrairement à avant, ça va. Et ils gagnent en Coupe de France, donc c'est plutôt correct. Mais ils ont des problèmes offensifs, ils arrivent pas à marquer énormément de buts. Mais dans l'extra sportif, c'est là où le PSG va s'illustrer le plus, et ça va être un moment marquant dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Le 28 février 2010, il y a un supporter du nom de Yann Laurence, qui repose en paix. Il est décédé à la suite d'affrontements entre la tribune Boulogne et le virage Auteuil. Les autorités, ils répriment l'ultra-violence, ils disent que voilà, il y a beaucoup de violence et c'est pas d'aujourd'hui. Et le plan Le Prou est instauré en 2010. Monsieur Le Prou, c'est le président du PSG à cette époque-là. Le plan, il consiste à quoi? Il y a plus d'ultra au Parc des Princes, et les abonnements dans les virages, ils sont restreints. Conséquence de tout ça, il y a plus d'ambiance au Parc des Princes. Pour beaucoup, devient un club sans âme. La cerise sur le gâteau, la DNCG fait une enquête sur le Paris Saint-Germain. Malgré ça, le PSG essaye de limiter la casse et essaye de redonner envie aux supporters de revenir au Parc des Princes avec une campagne d'abonnement, etc. Tôt le matin, je crois, vers 6h30, il y a Antoine Camboré, l'entraîneur de l'époque, Antoine Camboré qui est un ancien joueur du PSG, si vous avez suivi la vidéo, arrive seul sur la pelouse pour parler au stade, avant un match à pression. Bon, chacun ses méthodes, je critique pas, chacun fait ce qu'il veut. Si on devait résumer ces 6 années de Colony Capital, ils ont quand même réussi à stabiliser le PSG sportivement. Au début, c'était catastrophique, mais à l'après, ça allait un peu mieux. Ils ont gagné une Coupe de France en 6 ans, et c'est pour ça que je vous dis que c'est l'une des ères les plus catastrophiques. La chose qui a marqué le plus cette ère-là, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'ultra et que ça soit un stade vide et un stade qui est dit sans âme pour beaucoup de supporters. Le 30 juin 2011, c'est la date qui va faire que le PSG change complètement, mais quand je dis complètement, change complètement de dimension. Qatar Sport Investment rachète le Paris Saint-Germain. C'est un fonds d'investissement qui vient du Qatar. Et le président de ce club, qui va rester président jusqu'à aujourd'hui, c'est Nasser El Khelaifi. C'est lui qui va redresser le PSG et qui va faire en sorte que le PSG devienne un grand club européen. Quand je dis grand club européen, c'est vraiment grand club européen. Qui dit Qatar dit argent, pas de problème. Le budget prend x4 en un an. Ah ouais, ils ont pas le temps. Comme je disais, ils ont le porte-monnaie de leurs ambitions. Le Paris Saint-Germain doit être la capitale du football européen. Très ambitieux. Ils mettent un slogan, rêvons plus grand. Tout de suite, le Paris Saint-Germain investit. Ils investissent
investit sur un joueur prometteur qui s'appelle Javier Pastore. Il l'achète 42 millions d'euros et à l'époque c'est un record dans le championnat français. Et il y a des joueurs comme Thiago Motta ou Alex qui sont des joueurs expérimentés, qui connaissent l'Europe. À la mi-saison, Antoine Camboré est licencié, même si il est champion d'automne. Et du coup, Antoine Camboré est remercié et c'est Carlo Ancelotti qui est un coach qui a déjà gagné la Ligue des Champions. Le monde commence à comprendre que voilà, le PSG, ils sont en train de marquer un grand coup et ils marquent fort. Malgré ça, la première saison de QSI, bon, le PSG arrive deuxième derrière Montpellier, le Montpellier d'Olivier Giroud et de Younes Belhanda à l'époque. C'est la naissance d'un projet et Nasser El Khelaifi dit nous allons écrire une nouvelle histoire. Le Paris Saint-Germain passe d'un projet français à un projet mondial. Retenez bien ça parce que c'est important pour la suite. Donc la saison 2012-2013, je vais commencer par le mercato déjà. Le PSG recrute Verratti qui est un jeune joueur prometteur. C'est pas n'importe quel recrue parce que mon Dieu, il a répondu aux attentes. Il y a Lavezzi qui est un joueur prometteur de Naples aussi à l'époque et Maxwell qui est un latéral expérimenté qui a gagné des trophées notamment avec le Barça ou avec l'Ajax. Et il y a deux joueurs qui vont marquer le changement de dimension du Paris Saint-Germain. Il y en a un, c'est Thiago Silva, capitaine légendaire du Paris Saint-Germain, qui vient au Paris Saint-Germain à l'époque, qui est pour beaucoup le meilleur défenseur central du monde à cette époque-là. Et il y a un autre joueur, à cette époque-là, il y avait deux monstres dans le foot. Il y avait Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et ces deux joueurs-là, ce sont des aliens, des monstres. Et il y a un joueur, pas qu'il est concurrence, mais pour beaucoup, qui est le troisième meilleur joueur du monde à cette époque-là. C'est pour vous dire. Et qui est un très grand joueur. Ce joueur-là, c'est Zlatan Ibrahimovic. Et Zlatan Ibrahimovic, il vient au Paris Saint-Germain comme une rockstar. Présentation au Trocadéro, conférence de presse mythique, bref. Et Zlatan Ibrahimovic, il a les mêmes ambitions que le Paris Saint-Germain. Faut savoir que Zlatan Ibrahimovic, bon, il a arrêté sa carrière aujourd'hui, mais Zlatan Ibrahimovic, il a jamais gagné la Ligue des Champions. Et c'est pour vous dire à quel point, lui, veut gagner la Ligue des Champions, et il a 32 ans quand il arrive au Paris Saint-Germain. Donc il est au prime de sa carrière. Et le PSG veut gagner cette Ligue des Champions aussi. Et quand il arrive au Paris Saint-Germain, il montre très clairement qu'il n'est pas là pour rigoler. Et il y a aussi un autre joueur qui arrive, c'est David Beckham. David Beckham qui est sur la fin de sa carrière, mais qui vient que pour 6 mois. À ce moment-là, je vais parler du sportif maintenant. Le Paris Saint-Germain gagne sa première Ligue 1 depuis 19 ans, donc l'attente était très longue pour les supporters parisiens. Avec un Zlatan phénoménal, 30 buts toutes compétitions confondues, 83 points, bref, une attaque d'enfer. Et le Paris Saint-Germain, donc, est qualifié en Ligue des Champions. Ils sont éliminés par le Barça en quart de finale, mais ils perdent pas un match. Et le Barça de l'époque, hein, Barça Lionel Messi, Iniesta, Xavi, donc pour vous dire à quel point ce Barça-là est très très costaud. Donc au match aller, ils font 2-2 au Parc des Princes, et au match retour, ils font 1-1. Et le PSG ouvre le score au Camp Nou, ils se font égaliser, parce que notamment il y avait l'entrée d'un alien qui a tout chamboulé. Mais très encourageant pour les débuts du Paris Saint-Germain en Europe, et là ils sont en train de montrer qu'ils peuvent faire quelque chose en Europe. Il y avait une règle qui n'existe plus aujourd'hui, c'est la règle des buts à l'extérieur. En gros, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts à l'extérieur, c'est-à-dire bah là en l'occurrence le Barça ils ont marqué 2 buts à l'extérieur, le PSG ils en ont marqué qu'un seul, c'est le Barça qui passe. C'est ingrat mais c'est comme ça. Donc il y a un nouveau coach qui vient au Paris Saint-Germain et c'est Laurent Blanc. Laurent Blanc, il sort de sa période d'équipe de France parce qu'il était sélectionneur de l'équipe de France avant le Paris Saint-Germain. Laurent Blanc pour l'instant c'est un coach prometteur on va dire parce qu'il a gagné la Ligue 1 avec Bordeaux, mais en Europe on sait pas ce qu'il vaut. Il est arrivé ici, je crois il est arrivé en quart de finale en Europe face à Lyon, contrairement à Ancelotti, ça n'a rien à voir. Ancelotti il a gagné la Ligue des Champions, il sait ce que c'est d'avoir gagné une Ligue des Champions, lui il ne le sait pas. En Ligue 1 il y a rien à dire sur Laurent Blanc, il fait 3 ans au Paris Saint-Germain, les 3 ans il gagne la Ligue 1, il fait le triplé national 2 ans de suite, et il y a même la saison 2015-2016, il gagne la Liga avec 96 points, c'est un record. Cette époque-là, elle est aussi marquée par les arrivées de grands joueurs comme Edinson Cavani, qui est un joueur qui était courtisé par toute l'Europe, qui arrive de Naples, et qui est très très bon. Angel Di Maria, qui a vécu une saison catastrophique à Manchester United, et qui voulait juste respirer. Et Marquinhos, qui arrive de l'AS Roma, et qui est un joueur prometteur. Lui, c'est devenu une légende du Paris Saint-Germain, pour le coup. C'est l'actuel capitaine du Paris Saint-Germain. Sur le plan national, voilà, il gagne tout. Personne n'arrive à les concurrencer. Par contre, en Europe, c'est un peu plus compliqué. Il y a toujours un plafond de verre. Et ce plafond de verre, il est en quart de finale. Il fait quand même quelque chose de pas mal. Il arrive 3 fois en quart de finale. Donc sur 4 ans, le PSG sur 4 ans arrive en quart de finale. Mais surtout la dernière campagne de Laurent Blanc, elle est un peu en travers de la gorge. Même si bon, le 8e de finale, il est historique, avec notamment 2 buts de la tête phénoménaux pendant les prolongations, sur des buts de David Luiz et de Thiago Silva, face au Chelsea de Mourinho. Et Mourinho, c'est pas n'importe qui. Vraiment, à ce moment-là, tout le monde se dit que le PSG peut faire quelque chose en Ligue des Champions. Peut-être pas la gagner parce qu'il y a le dégel, le chétan du Real de Madrid qui est là avec Cristiano Ronaldo qui est un malade. Il y a quand même des espoirs. En quart de finale, quand on arrive face à Manchester City, c'est une équipe qui est prenable. Même si bon, le match aller, on le fait sans Zlatan Ibrahimovic qui a été suspendu face à Chelsea sur une décision qui peut être plus que contestée. Et le match aller, match nul. Et le match retour, en fait, il y a un truc qui a dérangé beaucoup de supporters. Et c'est peut-être pour ça que Laurent Blanc a été remercié du Paris Saint-Germain. C'est que Laurent Blanc, d'habitude, il joue avec 4 défenseurs. Et là, ce soir-là, je sais pas quelle mouche l'a piqué. Il a joué en 3-5-2. Ce 3-5-2, bah, Laurent Blanc, il va en payer. Il va en payer les pots cassés parce que il va être démis de ses fonctions à l'issue de la saison. Et ça a même beaucoup
marqué les supporters. Sur l'extra sportif, il n'y a pas forcément de grosses choses, si ce n'est peut-être le fair play financier, où il y a eu des sanctions. La saison 2016-2017 est marquée déjà par le départ de Zlatan Ibrahimovic, et Laurent Blanc est parti, donc il y a une restructuration du PSG. Déjà, le nouveau coach du Paris Saint-Germain, c'est Unai Emery. Unai Emery, c'est un bon coach, un coach prometteur, il a gagné 3 fois l'Europa League d'affilée, donc c'est pas rien avec le FC Séville, mais c'est un coach prometteur, c'est pas un coach qui est établi. Surtout, Unai Emery coach un gros club, avec tout le respect que j'ai pour mes amis sévillans. En Ligue 1, pour la première saison de Unai Emery, la Ligue 1 échappe au Paris Saint-Germain au profit de Monaco, et le Monaco de l'époque, c'est le Monaco de Kylian Mbappé, et Monaco d'ailleurs cette année-là arrive en demi-finale de Ligue des Champions. En parlant de Ligue des Champions, PSG affronte le Barça. Le Barça, Messi, Neymar, Suarez, Iniesta, des aliens. Personne voit le PSG passer, et c'est Luis Enrique qui les coach. Le match aller se passe au Parc des Princes, et 4-0 pour le Paris Saint-Germain, avec une équipe remaniée, une équipe de jeunes. Thiago Silva n'est pas là, donc c'est Kimpembe qui le remplace. D'ailleurs, Kimpembe qui fait un match phénoménal, et c'était peut-être, je pense, le meilleur match de Kimpembe au Paris Saint-Germain. Si on prend que ce match, c'est peut-être l'un des meilleurs matchs que j'ai vécu. Après, bien sûr, d'autres matchs, on en parlera par la suite. Donc 4-0, tout le monde voit le PSG se qualifier, mais non, le Paris Saint-Germain perd 6-1 au Camp Nou. Pas vous dire que j'ai pleuré après ce match, parce que j'ai vraiment pleuré. J'avais 14 ans, c'est pour vous dire à quel point ça m'a marqué. C'est un match référence, mais pour la mauvaise raison. Beaucoup de personnes sont déçues, dégoûtées, bref. Il ne faut jamais chercher Nasser El Khelaifi. Je vais répéter ma phrase, il ne faut jamais chercher un Qatari énervé. Quand je vous ai dit que c'était pas un problème l'argent pour le Qatar, vous pensiez que je rigolais? À l'issue de la saison 2016-2017, le Paris Saint-Germain cherche une nouvelle star. Si on prend le top 3 à cette époque-là, Lionel Messi, il est au Barça. Et à cette époque-là, Messi ne veut pas bouger du Barça. Cristiano Ronaldo, il est très bien au Real. Da Silva, Santos, Junior, Neymar. Si Messi et Cristiano Ronaldo n'existeraient pas, il aurait pris 8 ballons d'or. C'est lui, pour beaucoup, et moi y compris, c'est lui qui élimine le Paris Saint-Germain. Parce que le match qu'il fait, je pense que Nasser, quand il a vu le match, il a dit, lui, je le veux. Et quand un Qatari, il va faire tout pour l'avoir. Neymar vient au Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros. En fait, je vous explique. Neymar est au Barça, mais il a une clause libératoire. Et le Barça se dit, mais on va mettre 222 millions. Parce que personne va venir mettre 222 millions sur un de nos joueurs. Il connaissait pas Nasser El Khelaifi. Il paye 222 millions d'euros cash. Et Neymar vient au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, c'est à cause de ça que beaucoup de clubs espagnols mettent une clause à 1 milliard. Du coup, donc, arrivé en grande pompe, Tour Eiffel qui s'illumine à son nom, des monuments qui s'illuminent, présentation au Parc des Princes phénoménale. Et juste à côté, il y a un joueur très très prometteur. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on peut dire ce qu'on veut sur lui. Moi, je vais essayer d'être neutre parce que je le porte pas forcément dans mon cœur après ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, mais surtout avec les années qu'il a fait pour la France et pour le Paris Saint-Germain, c'est un joueur talentueux. Mais à l'époque, quand il vient, c'est un joueur qui est que talentueux. Il n'a rien gagné à part une Ligue 1. Il a fait ses preuves en Europe, mais pas dans un grand club. Kylian Mbappé arrive au Paris Saint-Germain pour 180 millions d'euros. C'est-à-dire que sur 2 joueurs, le Paris Saint-Germain a gaspillé plus de 400 millions d'euros. Honnêtement, il les valent ces joueurs. Faut être honnête. 222 millions, Neymar, c'est Neymar Prime, et Mbappé, c'est Mbappé début. Croyez-moi que les sous là, ils ont été rentabilisés. Surtout pour les saisons qu'ils ont passées. Conséquence immédiate de ces transferts, le PSG est plus médiatisé, notamment en Amérique du Sud et au Brésil, où les audiences elles sont folles. Et c'est l'un des clubs les plus médiatisés avec le Real, le Barça et Manchester United, qui sont 3 clubs légendaires. Les ventes de maillots se multiplient par 3. Les réseaux sociaux explosent. Je vais parler un peu du sportif. Le PSG prend la Ligue 1, 93 points. Et en Ligue des Champions, ils sont éliminés en 8e de finale par le Real de Madrid. Faut savoir que le PSG, en poule, il tombe une poule avec le Bayern de Munich. Ils arrivent premier de la poule. Le PSG, chanceux qu'on est, parce que je m'inclus dedans, on tombe face au Real. Le dégel. On tombe face au Chétan. Voilà, encore une fois, je dis le Chétan de cette Ligue des Champions, c'est le Real. Et le Bayern tombe contre Beşiktaş. Plafond de verre encore une fois atteint, mais cette fois en 8e. Suite à ces 2 saisons, Unai Emery est remercié, et il fait place à un autre coach qui est prometteur, mais qui a rien gagné en Europe encore. À cette époque-là, c'est Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, il sort de Dortmund, et c'est un entraîneur prometteur. Au niveau du sportif, il privilégie plus le collectif, et il fait un renouveau tactique, on va dire. Mais la première saison de Thomas Tuchel, bon, 13 victoires d'affilée en Ligue 1, domination encore une fois nationale, il y a rien à dire. En Ligue des Champions, c'est encourageant. Il tombe dans un groupe un peu plus serré avec Naples, Liverpool. On tombe face à Manchester United. Le PSG est content parce que bon, Manchester United, c'est plus le Manchester United de l'époque. C'est un Manchester United beaucoup plus affaibli, en sachant qu'en plus leur taulier comme Pogba notamment est blessé à ce moment-là et tout. Bref, on gagne à Old Trafford le match retour, remontada bis. On joue contre l'équipe D, et je dis bien même pas B, D de Manchester United. On perd. Boulette de Buffon, Kimpembe qui met une main, bref, naufrage total cette année-là. La première année de Tuchel sur le plan européen est à oublier. Et on perd la Coupe de France face à Rennes. Et il y a même Neymar qui met une patate à un supporter. Beaucoup de choses qui font que voilà, la première année de Tuchel sur le plan des coupes et sur le plan européen est à oublier. Et d'ailleurs, je vais parler un petit peu individuellement. Neymar, pour le coup, lui, il est beaucoup blessé. C'est le début un peu d'une période où Neymar se blesse beaucoup. Et c'est Mbappé qui va prendre le PSG sur son dos. Et Mbappé, c'est le meilleur buteur du championnat 4 saisons de suite. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il les valait peut-être ces 180 millions d'euros. La saison 2019-2020 est marquée pour 2 raisons. D'abord, je parle d'un plan, on va dire, extra sportif. Il y a le coronavirus qui arrive. Et donc la saison, elle est un peu redispatchée. Le Paris Saint-Germain gagne la Ligue 1 sur contrôle continu. Il gagne la Ligue 1. Il gagne la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Une finale qui est faite un peu après. Et pour la Ligue des Champions,
Champions et un Final 8 qui est organisé. En gros, c'est quoi? D'habitude, c'est match aller, match retour. Là, c'est sur un match. C'est-à-dire que tu gagnes le match, t'es qualifié pour la phase suivante. Au début, Dortmund, on perd à Dortmund dans l'ancien club de Thomas Tuchel, on perd 2-1 et au match retour, on gagne 2-0. Dans un stade vide, mais il y a une image marquante. Les joueurs du Paris Saint-Germain célèbrent avec les supporters sur le perron du stade. Et le Final 8 est marqué parce que le Paris Saint-Germain arrive en finale avec un Neymar éblouissant. Franchement, si le PSG gagnait la Ligue des Champions cette année-là, Neymar reprend le Ballon d'Or. Et j'aurais aimé voir Neymar prendre le Ballon d'Or. Ils arrivent en finale face au Bayern et encore une fois, c'est un ancien du Paris Saint-Germain parce que qui marque, c'est Kingsley Coman qui marque. Et là, ça montre que le Paris Saint-Germain a le niveau pour gagner la Ligue des Champions. La saison d'après, bon, première partie de saison compliquée notamment en Ligue des Champions et Thomas Tuchel est remercié et c'est Pochettino, un ancien défenseur du Paris Saint-Germain. Pochettino, c'est un entraîneur qui a un petit peu d'expérience. Il a fait une finale de Ligue des Champions avec Tottenham. Il y a une hype autour de lui. Donc Pochettino arrive au Paris Saint-Germain. Il gagne une Coupe de France. En Ligue 1, ils perdent face à Lille. En Ligue des Champions, le PSG se fait éliminer par Manchester City. Mais il faut un parcours historique. Il gagne 4-1 au Camp Nou face au Barça. Il gagne 3-2 à Munich. Donc voilà, c'est une équipe qui montre qu'elle peut être favori. Et elle gagne contre deux gros. Parce que bon, Barça, ils sont un peu sur le déclin, mais le Bayern, c'est le Bayern post-Final 8. Et ils perdent face à Manchester City. Et devinez quoi? Cette année-là, qui gagne la Ligue des Champions? Chelsea. Chelsea qui est dirigé par qui? Par Thomas Tuchel. Et le capitaine, c'est qui? Thiago Silva. Deux anciens du PSG. Et l'année suivante, Nasser El Khalifa, encore une fois, il se dit, il est passé 2 fois ça de gagner la Ligue des Champions. En fait, il va pas forcément mettre le chéquier sur les transferts. Mais par contre, sur la masse salariale, lui, il en a rien à foutre. Il les paye. Il a pas de problème. Lionel Messi, 7 ballons d'or, meilleur joueur de tous les temps. Sergio Ramos, Donnarumma, Wijnaldum et Achraf Hakimi. Dans les dernières minutes du mercato, Nuno Mendes qui arrive au Paris Saint-Germain. Mais le problème, c'est que sportivement, ces recrutements, ils ont pas servi à grand chose. En Ligue des Champions, en fait, il y a un joueur qui va porter le PSG à ce moment-là et c'est Kylian Mbappé. Plafond de verre, encore une fois, ils perdent face au Real. Et encore une fois, c'est une remontada. Match aller, on gagne 1-0 chez nous avec un but d'Mbappé dans les toutes dernières minutes face au Real. Et le match retour, le PSG perd au Bernabéu. 3-1 avec des erreurs de Marquinhos, de Donnarumma, bref. L'année d'après, Pochettino, il est remercié. Normalement, ça devait être Zidane qui devait venir au Paris Saint-Germain. Mais Zidane ne voulait pas venir. Tout le monde rêvait de Zidane. Tous les supporters voulaient que ce soit Zidane. Mais non. Au final, on a eu un autre Français. On a eu Christophe Galtier. Et Christophe Galtier, c'est un coach qui ne connaît pas l'Europe. Il a jamais joué de compétition européenne. Il a jamais joué de Ligue des Champions. Il y a quand même un espoir parce que voilà, le début de saison, il est plutôt bon. Neymar, Mbappé et Messi font un début de saison phénoménal. Et tout le monde voit le PSG gagner avec des champions. Mais cette saison, elle est un peu spéciale. Je vous explique pourquoi. Parce que en plein milieu, il y a la Coupe du Monde qui est au Qatar et elle peut pas se passer en été parce que Qatar, été, four, désert et dangereux pour la santé. Et qu'est-ce qui se passe? Deuxième partie de saison, le PSG sombre. Éliminé face à un Bayern et franchement, le Bayern y était plus que prenable. Quand on voit le quart de finale qu'ils font face à Manchester City, franchement, c'est prenable. Ils gagnent la Ligue 1 quand même, mais c'est pas fou. Star, déséquilibre, tension, etc. Le PSG doit se réinventer. En gros, cette période-là, le PSG est truffé de stars. Il y a beaucoup de stars, pas d'identité. Bref, c'est un PSG perdu limite. Donc, et en plus, pour le PSG, c'est une nouvelle ère parce qu'ils inaugurent aussi un nouveau centre d'entraînement. C'est plus le camp des loges, c'est fini. Ils passent à Poissy. Et Poissy, le centre d'entraînement de Poissy, c'est un centre d'entraînement dernier cri. Ça devient le point central du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que maintenant, la majorité des choses sont là-bas. Le PSG décide de virer Messi, Ramos, Verratti, Wijnaldum, Neymar, et il décide de privilégier la jeunesse, notamment des joueurs comme Barcola, qui est un jeune joueur prometteur de Lyon à l'époque, Kolo Muani, qui est un jeune joueur aussi qui est bon, Ousmane Dembélé, qui a pas exprimé tout le talent qu'il avait, Lucas Hernandez, qui est un joueur expérimenté et qui est un défenseur très bon, et il y a Kangin Lee, notamment, qui est un joueur coréen prometteur. Et il y a aussi des joueurs qui vont se révéler, comme Zaire Emery, Vitinha, sont des joueurs qui étaient un peu dans l'ombre parce qu'il y avait beaucoup de stars. Justement, là, le Paris Saint-Germain veut que ce sont ces joueurs qui s'expriment. Du coup, Christophe Galtier est remercié, et c'est Luis Enrique, un coach qui a déjà gagné la Ligue des Champions, c'est important, qui arrive au Paris Saint-Germain. C'est un coach qui n'a pas peur, c'est un coach qui s'exprime, et c'est un coach qui dit les termes. Et c'est de ça que le PSG avait besoin. Et ce moment-là, c'est un moment de transition. C'est-à-dire que beaucoup de personnes voyaient vraiment ce PSG-là comme un PSG de transition. Mais la transition est arrivée plus vite que prévu, vous allez me comprendre. En Ligue 1, ils gagnent la Ligue 1, ils gagnent les coupes, et en Ligue des Champions, ils arrivent en demi-finale. Ce qui est encourageant, et c'est même pour beaucoup qui ne s'attendaient pas à arriver à ce stade-là, beaucoup de supporters sont déçus, parce qu'il y avait de la place, ils ont pas marqué un seul but, et il y avait de la place face à Dortmund. Mais malgré ça, il y a des points positifs. Un pressing constant, la construction du beau jeu, et une âme collective. Et avec un milieu notamment resplendissant, avec Vitinha, Fabien Ruiz. La saison 2024-2025 est une saison historique, alors que personne ne voyait le PSG faire une année comme celle qu'elle a fait. Déjà, d'abord, je vais les arriver. Il y a Désiré Doué qui arrive au PSG, il y a João Neves qui arrive au PSG, et Kvaratskhelia qui arrive à l'hiver, du coup au mercato d'hiver en 2025. La première partie de saison, bon, c'est un PSG qui cherche parce qu'Mbappé, oui, est parti du PSG, donc ils ont plus l'habitude de jouer en collectif et il était beaucoup porté sur ses individualités. Beaucoup de défaites, notamment en Ligue des Champions. En Ligue 1, ils arrivent à tenir la baraque, mais en Ligue des Champions, c'est compliqué. Ils perdent contre Arsenal, ils perdent contre le Bayern, ils perdent contre l'Atlético au Parc des Princes. Un match va faire que le PSG change, se métamorphose complètement
Le match, c'est le match contre Manchester City. Oui, parce que le PSG, avant de jouer Manchester City, ils ne sont pas qualifiés en Ligue des Champions. Cependant, le PSG peut avoir son destin entre les mains en gagnant ce match. Il faut savoir que la Ligue des Champions a complètement changé de registre. Le format est totalement différent. C'est plus une poule de 4, mais maintenant on joue contre n'importe quel adversaire. C'est des chapeaux au tirage au sort contre les meilleurs et les moins bons. Si je vous explique, ça va être trop compliqué. Vous cherchez sur internet les règles, de toute façon je les mettrai en description. Ce match-là, en fait, il présage tout parfait. Nouveau maillot, voir ce qu'il y a dans les tribunes, un parterre de stars qui passe justement là où je suis assis, et plein de choses qui font que c'est le soir du PSG. Pourtant, le PSG se fait mener 2-0. Un but de Grealish et un but d'Haaland. Ensuite, il y a une action qui, pour moi, change la saison. Mais c'est la saison complète du PSG. C'est pas... Pour beaucoup, c'est cette action qui fait que tout le monde limite était sûr que le PSG allait faire la saison qu'ils allaient faire. C'est l'action de Barcola. En gros, Barcola, il prend le ballon de la mi-terrain, il fait tout le terrain, il fait la passe à Ousmane Dembélé qui la met 2-1. Et Dembélé d'ailleurs qui est pas titulaire et qui rentre à la mi-temps. Bref, 2-1, 2-2, 3-2 et 4-2. Soirée magique. Ce match-là, il est incroyable. Et en gros, ce match-là aussi, il montre que le PSG peut faire quelque chose en Europe sans Mbappé. Et c'est important pour beaucoup parce que pour beaucoup disaient que le PSG sans Mbappé, ils allaient sombrer. C'est la preuve du contraire. Suite à ce match-là, le PSG après, c'est du tout droit. Dembélé qui enchaîne des triplés. Mais en tout cas, franchement, c'est un PSG qui est beau à voir, qui montre sa grandeur encore une fois par son jeu et par plusieurs choses. Match contre Liverpool, incroyable aller-retour. On perd ici et on gagne au retour. Ensuite, Aston Villa, on gagne ici et on perd chez eux, mais avec un Donnarumma incroyable, un patch incroyable. C'est un collectif en fait. Il n'y a pas eu un joueur qui était en dessous de l'effectif. Et c'était ça ce qui était beau à voir, c'est qu'il y avait vraiment un collectif. Limite, on voit une famille jouer. Arsenal, on les tape ici au retour. Incroyable. La finale qui se passe à Munich face à l'Inter de Milan. Et ce match-là, pour moi, c'est le meilleur match de l'histoire du PSG. Pas parce qu'il y a la finale de la Ligue des Champions, oui, mais surtout parce que c'était une masterclass. D'ailleurs, il y a le vlog des 2 jours, du samedi, le jour du match, et dimanche des célébrations, qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez voir. C'était ici en plus. La watch party était là. Bref, fête dans Paris, parade aux Champs-Élysées. Ils vont voir Macron. Après, ils viennent faire la fête ici. Ousmane Ballon d'Or. Bref, la saison est terminée. C'est une année historique à la fois pour le PSG, mais aussi sur le plan mondial et européen. Pourquoi le PSG a fait un sextuplé? Seuls 2 clubs avec le PSG ont fait ça. Et il faut savoir que le PSG a gagné la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France, la Coupe intercontinentale, la Super Coupe d'Europe et la Ligue des Champions. Encore une fois, distinction individuelle. Ils ont tout raflé. Tout ce qui était raflable, ils l'ont raflé. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais voilà. Ils ont Ballon d'Or, Ousmane Dembélé. Et la saison d'après, personne se dit qu'ils vont faire une saison pareille que celle-là. C'est limite un peu mieux. Pourquoi? Parce que le PSG, ils avaient aucune préparation. La saison 2025-2026, au moment où je tourne la vidéo, on est à 2 jours de la finale de la Ligue des Champions. On est jeudi. Et la finale, c'est samedi. Donc voilà. D'ailleurs, pour la finale de la Ligue des Champions, bon, si vous êtes ça, je vous aurai un petit vlog. C'est simple, si le PSG gagne, vous aurez un vlog. Si le PSG perd, vous n'aurez pas de vlog. Je parle français, comme ça, c'est clair, net, précis. La saison 2025-2026, pour moi, elle est plus dure que la saison d'avant, parce que la saison d'avant, de une, on n'avait rien à prouver. De deux, il y avait de la préparation. Le PSG a eu très peu de temps de préparation. Je sais plus exactement c'est combien. Je crois que c'est 3 semaines pour les autres clubs. Nous, c'était 1 semaine. Il y a une différence. Et surtout que le PSG a joué beaucoup de matchs. Ils sont allés au bout de la Ligue des Champions. Ils sont allés au bout de la Coupe du Monde des clubs. Donc, c'est éprouvant. Et pas contre des petites équipes. Cette saison-là, le PSG gagne la Ligue 1. Ils sont éliminés en Coupe de France face au Paris FC. Et ils arrivent en finale de Ligue des Champions. Ils gagnent le Trophée des Champions aussi. C'est pas négligeable. Le PSG a gagné 59 trophées dans son histoire. C'est un peu plus d'1 trophée par an. C'est énorme. En 50 ans, avoir autant de trophées, c'est énorme. La conclusion, je voulais la faire dans un endroit dans un endroit mythique du PSG. J'ai pas les contacts pour rentrer au Parc des Princes, ça sert à rien de me demander. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié. Je sais très bien qu'il y aura des progrès à faire sur cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés en regardant cette vidéo qui est Parmigiano, qui est magnifique. Prenez soin de vous, c'est important. Et sachez que je suis le créateur de contenu préféré de votre joueur de foot préféré. Slem.